Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour faire un bilan de mes lectures du mois de novembre. Et si le deuxième confinement n'a pas été extrêmement bon pour le moral de beaucoup, et je le comprends, et même moi à l'annonce de ce second confinement je me suis pas sentie hyper en forme, il faut avouer que une fois de plus ça a eu un énorme impact positif sur mes lectures, puisque au mois d'octobre j'avais que quelques livres lus et encore moins de romans, et ici bah écoutez, je me suis fait plaisir et ça va se sentir. Assez de blabla, pour introduire tout ça, je commence à vous parler de l'ultime oracle d'Alison Germain publié chez Le Chat Noir. Il s'agit du second tome des Chroniques Homérides, écrit donc par Alison Germain, alias Lily Bookin, que vous connaissez très certainement si vous êtes un petit rat de booktube. Ce roman, j'avais très peur de le commencer puisque ça faisait très longtemps que j'avais lu le tome 1 et honnêtement j'avais extrêmement peur d'avoir oublié beaucoup trop de choses pour réussir à me plonger dans ce second tome. Mais deux choses ont beaucoup joué en ma faveur. La première, c'est que je suis allée sur le site de Summaries Books. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de son blog, hyper utile, surtout quand ça fait longtemps que vous n'avez pas lu le tome 1, 2, 3, enfin bref, quand vous vous replongez dans une saga qui est plus toute fraîche dans votre esprit. Elle fait des chroniques spoilantes avec des résumés, donc spoilant des bouquins, et c'est hyper pratique. Donc je suis allée faire un tour là-bas, j'ai relu quelques trucs, j'ai redécouvert certaines choses et je me suis lancée. Mais la deuxième chose positive, c'est que en fait Lily considère que son lecteur n'a peut-être pas tout en tête, et donc du coup elle va faire des rappels, elle va faire des petites phrases Alzheimer entre guillemets pour nous replonger dans le contexte de cette histoire, et j'ai trouvé ça vachement bien. Le tout a fait que je me suis replongée avec délectation dans cette histoire. Déjà j'ai adoré retrouver la plume de Alison Germain qui je trouve a pris un petit peu en grade. Elle a, je trouve, passé un cap dans ce second tome au niveau de son écriture que je trouve toujours très élégante, très belle, très bien menée, et du coup je trouve qu'il voilà, y a un petit truc en plus. Deuxièmement, j'ai adoré retrouver les personnages et notamment Louise qui me plaît toujours autant. C'est une héroïne qui ressemble un petit peu plus à tout le monde et qui est pas genre une Katniss, ou qui n'est pas une héroïne à laquelle on a plus de mal à s'attacher ou dans laquelle on a plus de mal à se projeter. Au contraire, moi j'ai adoré la suivre et j'étais d'accord avec la plupart de ses décisions parce que c'est comme ça que je pense que j'aurais réagi. Bref, j'ai absolument adoré. Par contre, l'histoire dans ce second tome, il y a un petit coup de frein. Parce que Louise va enfin se retrouver à un endroit où elle va un petit peu se poser, remettre les choses en place dans sa tête. Et c'est vrai que ce second tome prend beaucoup plus son temps en termes d'intrigue, en termes de révélation. Moi personnellement ça ne m'a pas du tout dérangée parce que j'aime bien aussi qu'on prenne un petit peu son temps pour découvrir des choses et que l'action ne se passe pas toutes les 2-3 pages. Mais je préfère vous prévenir, c'est pas un tome où l'action va être non-stop. À chaque coin de page vous n'allez pas retrouver un retournement de situation absolument incroyable, mais au moins Alison pose un petit peu plus son univers, rentre beaucoup plus dans les détails, et moi c'est ce que j'avais envie de lire, et donc du coup j'ai énormément aimé ce tome. En tout cas j'ai très hâte de découvrir la suite et de découvrir où vont finir nos personnages parce que franchement c'est un petit peu mal enclenché pour eux. En tout cas je continuerai cette saga avec grand plaisir. Je pense que j'ai été un petit peu influencée par ma vidéo saga en cours, puisque vous allez le voir, genre j'ai continué un certain nombre de sagas au mois de novembre, et la seconde que j'ai continuée est terminée, c'était La Faucheuse, avec le troisième tome, Le Glas de Neil Shusterman. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. La Faucheuse. Alors encore une fois j'avais un petit peu peur de m'y plonger parce que j'ai lu le deuxième tome il y a un petit peu plus d'1 an, mais franchement j'y suis retournée avec le plus grand des plaisirs. J'ai retrouvé mes marques, j'ai retrouvé mes personnages, j'ai retrouvé l'esprit de Neil Shusterman qui est absolument tordu parce qu'il nous fait des coups bas, il nous transforme le monde de son livre dans... Ah, c'est terrible. Il nous retourne le cerveau à plus d'une reprise, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était bien pensé, qu'est-ce que c'était bien amené. Les réflexions qu'il nous apporte sont absolument grandioses. Je trouve qu'une fois de plus, il réussit à nous faire réfléchir
tellement plus loin à toute une ribambelle de sujets. Encore une fois, on a le sujet de la mort, mais on a aussi le sujet des populations, des révoltes, de la politique, de l'intelligence artificielle, et c'est juste absolument passionnant. J'ai tellement aimé ma lecture. C'est une énorme pavasse qui fait quand même près de 700 pages, et pourtant il n'y en avait pas assez à mon goût, j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus. Cette saga, quand je l'ai refermée, je me suis dit que définitivement c'était une saga très chère à mon cœur, hyper importante, et je pense qu'elle devrait presque être étudiée au lycée, tellement elle a des réflexions très importante et très bien menée, comme je le disais, autour de la politique, du désaccord politique, de la révolte, de que faire lorsqu'on n'est pas forcément d'accord avec les lois ou encore avec la manière de mener un peuple. Bref, c'était juste génial, je ne peux que vous le recommander à 36 000%. Lisez La Faucheuse. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risquerais de vous spoiler. Mais encore une fois, moi, les personnages m'ont tellement touchée, c'était absolument incroyable. Le Thunderhead prend une importance absolument cruciale et avec tellement d'intelligence. Enfin bref, c'est vraiment un récit hyper bien mené que je trouve vraiment... il détruit ce qu'on pourrait appeler comme les clichés du young adult, parce que c'est un roman qui peut largement être lu par des adultes, et même certains adultes devraient clairement le lire parce qu'il ne manque pas de profondeur, il ne manque pas de justesse et d'intelligence. Et on continue avec les sagas que j'ai poursuivies, cette fois avec un sujet un petit peu plus, un peu plus zen, puisque j'ai lu À durée déterminée de Samantha Bailly, publié chez le Livre de Poche. Ça faisait un moment que j'avais lu Les Stagiaires, mais je gardais en tête cette série que j'avais beaucoup aimée, et surtout je gardais en tête le fait que j'avais un nouveau livre de Samantha Bailly dont j'adore absolument la plume. Alors oui, je continue à penser qu'il y a quelques petits clichés de la vie en entreprise, parce que tout ce qui se passe dans ce roman est un petit peu un condensé de tout ce qui peut tourner un petit peu mal au sein d'une entreprise, mais au-delà de ça, ça reste une histoire que je trouve hyper intéressante, et dans ce tome-là, je trouve qu'on va un petit peu plus loin, qu'on se pose un petit peu plus de questions sur la vie en entreprise, la direction qu'on veut donner à sa vie lorsqu'on travaille. Est-ce que la vie est égale est-ce que le travail égale la vie, quelle place on donne au travail dans sa vie personnelle aussi. Bref, je trouve que voilà, il y avait cette fois des questions un petit peu plus intéressantes qui prouvent que les personnages prennent en maturité. Il y a aussi un petit passage sur un des anciens de chez Pixies, dont je ne me souviens plus le prénom, mais bref, qui va partir en stage à Berlin et qui va se retrouver dans une vie un petit peu à 100 à l'heure, avec drogue, alcool, etc. Je trouvais ça très intéressant d'introduire le sujet, mais je trouve que ça a manqué un tout petit peu de fond et d'approfondissement. Mais en dehors de ça, ça a été une excellente lecture, j'ai passé un très bon moment et les pages se tournaient à une vitesse absolument incroyable. Je ne me rendais même pas compte de la vitesse à laquelle je lisais ce livre. Toujours est-il que je serais absolument ravie de découvrir la suite et fin de cette petite série, surtout que ma Vinomette m'a offert le dernier tome dans notre swap cette année. Et enfin, le dernier roman que j'ai terminé au mois de novembre, il s'agit du splendide Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy, publié chez Albin Michel. Celui-là, je l'avais trouvé d'occasion et j'en étais ravie parce que normalement il coûte 23,90 €, j'ai dû le payer entre 10 et 15 euros. Donc voilà, une très jolie économie. C'est l'histoire d'un jeune fantôme qui, du jour au lendemain, va se retrouver sans ses parents qui ont disparu, et il va se retrouver au milieu d'une sorte de Seconde Guerre mondiale des fantômes. Seconde Guerre mondiale des fantômes qui précède la guerre mondiale qu'on aura, nous, du côté humain. C'est une histoire à la fois très jolie, très poétique, mais aussi extrêmement difficile. Nicolas de Crécy n'y va pas de main morte sur certains passages. Il y avait vraiment des moments que j'ai trouvé très durs en fait, et ça donne une profondeur incroyable à ce roman qui est un roman jeunesse et qui pourtant a vraiment une dureté d'adulte en fait, et je trouve que ce mélange a fonctionné absolument parfaitement avec moi.
surtout que tout ça est appuyé par des illustrations absolument incroyables. Je vais vous faire un petit insert à ce propos. Vraiment, ça a été une lecture absolument magnifique. Je l'ai refermée avec un petit sentiment de nostalgie, d'amour et de malaise. C'était un petit peu un cocktail un petit peu étrange. En tout cas, c'est un roman qui va me rester très longtemps en tête et dont je vous recommande énormément la lecture parce que on y réfléchit beaucoup à beaucoup de choses entre l'enfance, la guerre, le fait de l'aigreur aussi qu'on peut avoir en étant adulte et puis en vivant dans ce monde. C'est très intelligent, beaucoup plus actuel que ce qu'on pourrait croire puisque même si on parle de la Seconde Guerre mondiale, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Vraiment, les amours d'un fantôme en temps de guerre. Je comprends pourquoi tant de monde a aimé ce livre parce qu'il est extrêmement spécial, unique en son genre, mais absolument merveilleux. C'est une lecture très importante qu'on devrait tous faire d'ailleurs au collège ou au lycée pour en discuter, en parler. Et vraiment, ça a été un très joli coup de cœur, même si je m'y attendais un peu parce que voilà, j'avais entendu de très bons avis à ce propos. Je suis très contente d'avoir succombé à mon tour et vraiment lisez ce livre, il en vaut largement la peine. Maintenant qu'on a terminé avec les lectures de romans, je vais rapidement vous parler des lectures graphiques que j'ai fait durant le mois et on commence avec le splendide Le Château des Animaux, le tome 2, Les Marguerites de l'hiver. C'est écrit et dessiné par Delep et Dorison. Et voilà, je suis trop contente, je vous en ai parlé dans mon book haul lorsque je l'ai acheté le jour même de sa sortie, le soir même, je le lisais, je le dévorais et je l'adorais. Une fois de plus, on se retrouve dans cet univers du château qui est extrêmement difficile pour tous les animaux qui ne sont ni des chiens ni un taureau. Et cette fois, on se retrouve en plein cœur de l'hiver, c'est toujours aussi dur, c'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi prenant. Vraiment, c'est une série de BD que je trouve extrêmement bien faite. Elle nous prend aux tripes, elle nous donne aussi beaucoup à réfléchir. C'était absolument passionnant et je vais vous montrer quelques planches en essayant de ne pas trop vous spoiler. Et j'ai vraiment une fois de plus été convaincue par le trait et l'originalité de l'intrigue et de la révolte de ces jeunes animaux qui refusent la dictature de Silvio de plus en plus. C'est vraiment passionnant. Bref, lisez Le Château des Animaux, je n'ai que ça à dire. Ensuite, on continue avec un graphique un petit peu plus réconfortant quand même que Le Château des Animaux. Il s'agit du tome 3 d'Aria. C'est toujours publié chez Kiun et c'est toujours écrit par Kozue Amano. C'est toujours un doudou, un bonbon, une merveille de douceur. Ici, on reprend un petit peu les mois de printemps et d'été. Ah, la douceur de ces petites histoires dans Néo Venise. Je suis assez impressionnée et vraiment, ouais, sincèrement impressionnée par l'imagination que l'auteur a parce qu'on évolue toujours dans le même cadre. Notre jeune héroïne continue de faire des découvertes alors que ça fait maintenant 1 an qu'elle travaille à Néo Venise en tant qu'ondine et je trouve ça génial, je trouve ça passionnant qu'on arrive autant à s'émerveiller de choses qu'on a pourtant déjà vues et l'auteur nous embarque complètement dans cette histoire, vraiment petit bijou et j'ai hâte de lire la suite. Autre petit bijou que j'ai dévoré en un week-end, il s'agit de l'Atelier des Sorciers. C'est écrit par Kamome Shirahama et c'est publié chez Pika. Je vous montre le tome 1. Donc ici, une fois de plus, on suit Coco et en fait, au lieu de lire les tomes 3, 4, 5 ou 4, 5, 6... Au lieu de lire les tomes 4, 5, 6, j'ai voulu me refaire un petit peu toute la saga et donc je les ai relus. Je vais vous mettre un petit insert avec les couvertures mais aussi les illustrations parce que c'est du manga, c'est un style manga mais je trouve que Kamome Shirahama a vraiment un petit truc qui fait que ses dessins sont reconnaissables et que ses dessins sont absolument splendides. J'ai adoré cette histoire qui, à partir du tome 3, je trouve, prend une profondeur à laquelle on s'attend pas forcément lorsque on lit le tome 1. Je suis très curieuse de découvrir la suite de ces petits mangas. Et en plus, franchement, les couvertures à chaque fois sont absolument magnifiques. Le tome 7 vient tout juste de sortir, je suis en aubaine, mais autant vous dire que si je ne l'ai pas à Noël. Le 26, je suis en librairie et je m'achète la suite tout simplement. En tout cas, vraiment, je suis curieuse de voir où on va aller. Moi, j'adore toujours autant cet univers, j'adore toujours autant les personnages. Bref, énorme coup de cœur, même à la relecture. Avant-dernière lecture graphique de novembre, j'ai lu et dévoré Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. C'est publié chez Glénat.
et j'étais tellement heureuse de lire cette suite. Je me la suis gardée vraiment pour l'automne et bah j'ai adoré. Je suis toujours aussi fan des dessins. Encore une fois, je vais vous faire un petit insert parce que c'est une ambiance dans les dessins qui sont tout ronds et dans la couleur qui est assez doudou en fait, et pourtant on va parler de choses qui ne sont pas forcément doudou parce qu'il se passe des choses terribles en ce moment pour nos petites bergères guerrières et c'était absolument génial. J'ai adoré la fin et je suis hyper curieuse de découvrir ce qui va se passer ensuite. Là la tension monte et on se demande vraiment où on va aller dans cette histoire. En tout cas moi j'y vais les yeux fermés. Et enfin, dernière lecture de mon mois de novembre, j'ai lu Pénis de table de Cookie Calcaire, c'est publié chez Steinkiss. Je l'ai lu en partie parce que je bosse dessus mais aussi parce que ça m'intriguait et je ne suis pas du tout ressortie déçue de ma lecture. En fait ici on va avoir 7 garçons qui vont tout raconter sur leur vie sexuelle, sans tabou, sans préjugés, sans clichés. C'est absolument passionnant. Ils vont aborder plusieurs thématiques parmi lesquelles l'orgasme, les fantasmes, la taille et j'en passe et des meilleurs. C'était vraiment hyper intéressant. Je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut avoir autant pour les mecs que pour les filles. Ça montre un certain nombre de préjugés, ça en casse beaucoup d'autres et vraiment je trouve que c'est extrêmement bien fait. On est un petit peu à mi-chemin entre l'enquête sur la vie sexuelle des hommes et aussi le ressenti beaucoup plus personnel. C'est vraiment un mix entre les deux qui est très particulier mais qui fonctionne à merveille avec moi. Et en plus j'ai adoré la couleur, les personnages qui sont tous clairement identifiables et vraiment très bien faits. Vraiment, moi ça a été une grande réussite et j'ai appris pas mal de trucs. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu que mon mois de novembre a été vraiment chargé en lecture et en très bonne lecture. Je ne saurais pas du tout vous recommander lequel plus particulièrement qu'un autre. Vraiment, faites vos choix. Ça a été un super mois au niveau des lectures et j'espère continuer au mois de décembre. Voilà, j'ai commencé avec quelques petites lectures plutôt sympathiques, donc ça devrait le faire. Je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et venez papoter de tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions sur certaines de mes lectures, si vous avez lu certains, vous en avez d'autres dans votre palle, je serais ravie de papoter de tout ça avec vous. Sur ce, je vous laisse enfin, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!